Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière de la semaine. On est le mercredi 6 décembre 2023. On est ensemble en direct sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Merci à vous d'être là et je vous rappelle que vous pouvez vous aussi être acteur ou actrice de cette émission. Nous appelons au numéro qu'on vous affichera tout au long de l'émission pour nous poser des questions ou témoigner sur le thème du jour. Et aujourd'hui, nous parlons de volontariat, cette force puissante qui tisse les liens de solidarité au cœur de la société. Le thème du jour est le suivant: donner, c'est recevoir les richesses du volontariat. Côté rubrique, on reste toujours dans le volontariat avec Pelmel et Samira Hadjamar. Elle nous parlera d'une action bénévole qui sème des promesses vertes en participant au reboisement. Et bien sûr, pour finir, la rubrique de Wahida Selemchef, comme vous le savez, elle parle de la Palestine et aujourd'hui, elle nous parle des timbres, l'histoire des timbres palestiniens. Alors voilà le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie et ça commence juste après le générique. Alors, donner du temps pour les autres, sans rétribution, sans obligation, c'est peut-être la meilleure résolution à prendre en cette fin d'année pour la nouvelle année qui arrive. On parle de volontariat aujourd'hui dans l'émission Ma famille, ma vie. Et bien sûr, on attend vos questions, vos témoignages, vos numéros qui s'affichent en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Ce sera un plaisir de répondre à vos questions et de recevoir vos témoignages. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Ebtissem Bousseri. Vous êtes sociologue, thérapeute de famille. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour votre invitation. Et avec nous aussi Monsieur Hassan Nour, un habitué du plateau de Ma famille, ma vie. Vous êtes président de l'association L'Amen et du protection du consommateur. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et puis c'est moi qui vous remercie pour cet honneur et ce plaisir que vous m'offrez à chaque fois d'être là parmi vous. Merci. Et bien sûr pour sa rubrique pêle-mêle et pour participer au débat, Samira Hadjamar, bonjour. Bonjour Mounia, bonjour à tous. Ça va? Très très bien. Alors aujourd'hui on parle de volontariat avec vous, un sujet important, un sens qu'on devrait inculquer à nos enfants dès le plus jeune âge, parce que c'est vrai que faire du bien aux autres, ça nous fait d'abord du bien à nous, n'est-ce pas? Effectivement, parce qu'en fait c'est une satisfaction personnelle avant tout. C'est vrai qu'on donne, mais vous savez quoi, on reçoit beaucoup plus qu'on donne. Et vraiment c'est ça, je dirais, la magie du volontariat. Voilà, et puis on apprend énormément des autres. Ça contribue aussi à renforcer le lien social, n'est-ce pas? Absolument, justement. Donc après la thérapie, ou au-delà de la thérapie personnelle, c'est aussi un bien pour la cohésion sociale et aussi pour avoir cette culture de citoyenneté. Hein. Donc c'est ce qui nous manque réellement dans les temps normaux. Il est vrai qu'on voit de bons élans de volontariat, de bénévolat même, quand il y a des catastrophes, des problèmes. On a vu ça pendant la Covid-19, pendant les tremblements de terre. Mais bon, nous, en tant qu'association, on voudrait bien que ça soit, je dirais, périn et tout le temps, donc toute l'année et chez tout le monde. Oui. Donc que ce soit une institution, que ce soit une culture chez les Algériens, comme chez beaucoup de peuples dans le monde. Hein. Donc il y a certains peuples qui ont cette caractéristique de faire beaucoup de bénévolat et c'est même enregistré, c'est même programmé. Donc ils ont des programmes hebdomadaires ou mensuels de faire du bénévolat, de faire du volontariat. C'est vrai que j'espère qu'on aura l'occasion d'expliquer la différence entre les deux, volontariat et bénévolat. Bah faites-le du coup. J'allais vous poser la question, mais allez-y. Je me suis posé la question. Oui. Non, mais c'est vrai parce que parfois il y a l'amalgame donc entre volontariat et bénévolat. Le volontariat, c'est des actions qu'on fait de sa propre volonté. Donc on n'est pas obligé, mais un volontaire peut être rémunéré. Oui. Voilà, donc on peut être volontaire et payé. Beaucoup ou peu, mais ça peut se faire. Mais le bénévolat, donc on n'a pas de conditions, on n'a pas de contraintes, et on n'a pas de salaire, on n'a pas de rémunération, et on n'a pas d'obligation. La différence, elle est là. Donc, on peut être volontaire, donc quelqu'un qui se met volontairement, donc de sa propre volonté, il n'y a personne qui l'oblige, il va faire une action avec une association, avec une institution, avec une organisation, et il peut réclamer ou il peut être payé.
Mais un bénévole, il peut le faire, c'est-à-dire un bénévole pourrait être volontaire, mais qui ne soit pas payé, mais qui n'ait pas de contrat, ni contrat moral, ni contrat écrit. Voilà la différence. Donc nous, en tant qu'association des consommateurs, on aime bien les bénévoles, les volontaires bénévoles qui ne demandent pas à être payés, et c'est ce qui est très courant en Algérie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volontaires qui se font payer. Il est vrai que chez nous, on ne distingue pas beaucoup parce que, en général, les volontaires sont bénévoles. Oui. Mais dans les pays où il y a cette culture de volontariat, eh ben, il y a des actions de volontariat où les gens sont payés. Oui. Il y a quelqu'un qui, par exemple, un retraité qui, dans un domaine, il a des compétences, il va volontairement faire du bien dans une organisation, et cette organisation lui organise un cadre de travail et une rémunération, même s'il est volontaire. Mais chez nous, bon, je ne sais pas s'il y a... Ça existe, oui. Ben, tant mieux. J'ai été volontaire... Oui. Dans les camps de réfugiés sahraouis. Ah bah oui, non, oui, voilà. Bon, oui, à partir d'une organisation. Donc c'est très possible, ça existe chez nous. Oui. C'est vrai que ça dépend des programmes des Nations Unies, mais ce sont des ONG algériennes. Très bien. Donc quand c'est des organisations internationales, ils ont cette culture, donc de recruter des volontaires et de les payer. Oui. Mais bon, chez nous, on n'a pas encore ce niveau. On demande toujours à ce qu'il y ait... bénévole que... On est plus dans le sens où quand on est volontaire pour faire quelque chose, c'est plus dans le sens du bénévolat. Absolument. On va le dire en arabe, ben voilà, donc on a ce plus en Algérie, donc le volontariat ou le bénévolat même est considéré comme un acte de bienfaisance. Donc je dirais que c'est ce que nous faisons dans notre association. On est des volontaires, donc on a été volontaires pour aller faire ce travail. Personne ne l'a demandé. Oui. Et on ne se fait pas payer. Oui. Voilà, donc on est des volontaires bénévoles. Exactement. Et appel aux volontaires bénévoles pour nous rejoindre. Exactement. Et justement, ça a des retombées positives, que ce soit sur la personne ou sur l'entourage, mais d'abord sur la personne. Exactement. Vous savez, en fait, justement, le volontariat a toujours existé dans notre société, mais sous autre forme. Donc, il y a la cohésion sociale, et puis nous, on vivait dans le cadre de la grande famille. Donc, si vous voulez, il y avait ce volontariat de s'occuper de la grand-mère, de s'occuper des petits-enfants, les oncles, les tantes, etc., les tuisas. Donc ça a toujours existé. Maintenant, ce qui est bien, c'est que justement, c'est de plus en plus structuré. Donc le volontariat chez nous est de plus en plus structuré. C'est dans le cadre d'associations. On va trouver par exemple dans chaque peut-être coin maintenant de quartier, on va trouver des associations, des petites communautés, comme ça, et c'est structuré. Et ce qui fait que c'est encore plus efficace en termes de justement don de soi. Et donc oui, ça nous fait du bien non seulement à nous, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est le don de soi. Et puis ça fait du bien pour notre développement personnel. Pourquoi? Parce que moi, je le vois par exemple dans les formations, je vois les jeunes qui viennent, les jeunes diplômés par exemple, ceux qui sont dans le volontariat, c'est-à-dire soit dans le mouvement associatif ou bien également dans les universités, parce qu'il y a maintenant des clubs universitaires et tout, où il y a beaucoup de volontariat de la part des jeunes. Donc on voit bien qu'ils ont une longueur d'avance, c'est-à-dire de par leur développement personnel, le networking, le réseautage, ils parlent mieux, ils ont des compétences en communication. Donc vraiment, le volontariat, c'est non seulement une satisfaction de soi, une cohésion sociale, mais en plus pour notre développement personnel et notre préparation au futur. Et là, nous sommes justement dans cette émission Ma famille, ma vie, et nous encourageons justement les familles à un peu faire en sorte que inculquer cette notion de volontariat. Parce que pourquoi? On le dit souvent en sociologie, on apprend par l'exemple. On n'apprend pas forcément quand on nous dit fais ceci, fais cela. Mais l'exemple, donc l'enfant, depuis qu'il est tout petit, il est dans une association, il est volontaire, rémunéré ou pas, mais il va apprendre. Il va apprendre cette cohésion, il va apprendre cette communication. Et ça fait un grand plus sur le CV pour les étudiants. Ça fait un grand plus dans le CV. Exactement. Alors, aujourd'hui, on parle de volontariat. Le thème du jour, donner, c'est recevoir les richesses du volontariat. Vous pouvez nous appeler ou vous pouvez participer à l'émission en nous appelant au numéro le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un micro-trottoir. Justement, notre journaliste Yasmine Belhidja est allée voir les passants et leur demander s'ils étaient volontaires, s'ils faisaient du bénévolat et qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et on revient tout de suite après, n'est-ce pas? Très bien. D'accord, à tout de suite. ملي كنت صغير نعاون الناس ونساعدهم وكامل ما نقدرش نجوز على واحد وين فريمون محتاج يدي هكذا ونخليه ونروح هذه ما نقدرش نغمض عينيا على كل حال هذه سيت اون ايدوكاسيون تربيه تتربى عليها من صغرك تولي لك اون ابيتود يسمى ما نديرش ان ايفور هكذا باش نعاون واحد ولا
سي اون ابيتود عندي. كاين دي جون وكامل اوتوماتيكمون كيما نقولوا اثرت عليهم فوالا حبوا يتبعوني ولاو الحمد لله يا ربي كي نبدا نشوف فيهم هكذايا ولاو يديروا كيما نقولوا لي زينيسياتيف وحدهم بلا ما نقول لهم انايا فوالا يسبغوا ديجا تجي لحومتي وكامل عبا كان التراب كامل وقفنا عليها خدمناها صبغنا كلش الحمد لله يا ربي. في الأعياد حنا معرفين نديروا هكذا نتجمعوا كامل الواحد يحط واش عنده واش يقدر نقيو الحومه تاعنا بيان سا ديبون العيد كبير العيد صغير باش نذبحوا ثاني لازم تكون الدنيا بخوف ماشي هكذا نسيلوا الدم في الدنيا الموسخه. زعماك وحده زعماك صارت عندهم جنازه نفتحوا لهم بابنا زعماك يجوا عندهم ناس هكا ضياف عندهم الضيق يجوا عندنا ثاني يدخلوا عندنا ممسي العراس ولا نفتحوا بابنا سوا قرح سوا فرح لازم الجيران توجور يتضامنوا ما بيناتهم شغل كي يكونوا الجيران متضامنين بيناتهم هذيك الحومه تكون نقيه مليحه ما فيهاش مشاكل. نهضر على حومتي انا وراني عايش انا الحمد لله يعني كاينين الناس يعني ولاد الحومه لهنايا ويتعاونوا كاع ينقيو سواء عيد ولا يعني كما نقولوا فرح ولا قرح ولا يعني ما شاء الله يعني يقوموا بالحاله يعني يوسيوها الطريق يعني هكذا ما يسنوش كما نقولوا سنا ما تنقيش هذه ولا يسنو حتى يجي البلديه باش تنقي لك ولا كذا ولا واحد يخرج تيه ولا اخر يجيب البالي الاخر يرفد الدراري كذا يتعاونوا يعني تخرج ما شاء الله. هذه رانا عايشينها اكثر مره رانا عايشينها. Et oui, comme il a dit, Rana Aïchinha, c'est vrai qu'on a cet esprit de bénévolat, de volontariat ancré en les Algériens, n'est-ce pas? Et sans le savoir parfois. Oui. Parce que sans le savoir, c'est une habitude, on a trouvé nos parents, grands-parents le faire des gestes, faire des choses, faire des actions, et on le fait. Mais sincèrement, moi je voudrais que ça soit encore mieux structuré, institutionnalisé. Voilà, c'est surtout ça. Que ça devienne d'une manière, qu'on officialise un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on apprenne aux enfants à l'école c'est quoi le volontariat, c'est quoi le bénévolat. Ça veut dire quoi? Apprendre aux Algériens à travailler même sans gagner de l'argent. Parce que c'est vrai que maintenant on voit beaucoup de groupes d'étudiants, on travaille avec eux, les groupes d'étudiants qui sont bien structurés dans les universités, dans les sites universitaires, mais tant qu'ils sont étudiants. Mais dès qu'ils sont plus étudiants, leurs parents déjà, j'en ai des expériences, les empêchent même d'aller faire du bénévolat. Parce qu'ils leur disent maintenant que vous êtes diplômé, il faut travailler avec l'argent. Attention, maintenant il ne faut pas vous faire rouler. On ne doit pas vous exploiter. Ça, je tiens à le dire parce que ce n'est pas de l'exploitation. Comme on vient de le dire, on en a besoin sur les CV. À l'étranger, on a un grand regard sur les activités en parallèle de tout ce qui est professionnel. Et ce que vous apportez surtout à la communauté. Absolument. Qu'est-ce qu'on a comme esprit? Est-ce qu'on a un esprit de citoyenneté? Est-ce qu'on a un esprit de partage? Est-ce qu'on fait de la bienfaisance au-delà du sport, lecture, langue et tout? Donc on a besoin de faire ça. Donc les parents ils doivent justement orienter leurs enfants, surtout au-delà du diplôme, donc à l'âge de 22, 23, 24 ans, à faire beaucoup de bénévolat et beaucoup de volontariat si ça peut exister. Et des actions de volontariat, elles peuvent être organisées par des institutions. Je voudrais revenir aux scouts musulmans. Oui. Par exemple, qui organisaient de belles, de grandes choses sans qu'il y ait de catastrophe. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là, et c'est bien j'encourage donc les parents même pour leurs enfants, même en jeune âge, de les inscrire, même de les suivre s'il le faut, mais de leur apprendre à faire des choses sans qu'il y ait de rémunération, sans qu'il y ait d'intérêt. Donc leur apprendre ça. Et je tiens à dire que ça n'a rien à voir avec la religion. Voilà, parce que les pays où il y a beaucoup plus de bénévolat et de volontariat même, je dis avec franchise qu'ils ne sont pas systématiquement des pays musulmans. Donc c'est un esprit qu'on a, que les citoyens ont, de partager, de donner un moment. Je donnerai l'exemple, il y a un pays, un grand pays, sans citer de nom, où il y a un calcul qui est fait que chacun il donne au moins un quart d'heure, minimum un quart d'heure de son temps par an de bénévolat. Par an, juste un quart d'heure, oui. Écoutez, vous savez, c'est déjà, voilà. C'est un pays de 300 millions d'habitants. S'il y a 100 millions qui donnent un quart d'heure par an, on trouvera que les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. C'est des années de bénévolat. Alors que
Alors que ça nous manque ici chez nous. Je dis tout franchement. Donc c'est bien d'avoir des actions spontanées, c'est inné, donc, parce qu'on nettoie la rue, on aide les seniors, on aide les malades. Ça c'est chez nous. Mais maintenant, il faudrait que ça soit organisé. Moi, je dirais que... Organisé avec l'école, où on fera une sortie avec les enfants à la société civile, justement. Et puis faire des actions sur le terrain avec les enfants en bas âge, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut les modeler, qu'il faut leur apprendre ce genre de choses. Mais par contre, je tiens aussi à dire qu'on a de très bons exemples dans les villages, dans les montagnes, donc, où les gens sont bien organisés. Non, mais il y a un concours, ils sont sur la concurrence. Non, mais j'ai vu souvent. Mais ça encourage, c'est bien. Et souvent, on voit même des affiches où est inscrit il y a une action de volontariat pour nettoyer tel axe ou telle rue. Et celui qui ne peut pas venir, qui est absent, il paye c'est-à-dire il paye 2000 dinars pour payer un ouvrier à sa place. Oui. Voilà, donc ça c'est vraiment structuré, c'est organisé, et c'est pour ça qu'on voit dans beaucoup de villages maintenant, ils sont très propres, ils s'organisent, ils réalisent du mobilier urbain, que ce soit à Gherdaya, en Kabylie, dans le sud. Et dans le sud, et les gens commencent à faire même de la concurrence entre eux avec ça. Donc on doit généraliser dans les grandes villes, en s'organisant dans les associations de quartier, les associations de la commune, que ce soit, je dirais, parents d'élèves, pour handicapés, pour associations des consommateurs, mais en tout cas, c'est-à-dire se rassembler autour de ces associations pour faire des actions. Et l'Algérie, on a besoin dans tous les domaines. Pas seulement pour aller accompagner les malades, pas seulement pour construire des mosquées, je tiens aussi à le souligner, mais aussi pour réhabiliter notre mode de vie, le cadre de vie, notre cadre urbain, donc le cadre même rural. On voit, par exemple, il y a des forêts. Il y a des forêts, vous savez, il y a des forêts. Moi, je parle des forêts et des espaces ruraux. Si c'est la direction générale des forêts qui nettoie, ou bien la commune qui nettoie, on n'aura pas le même impact que si c'était les citoyens bénévoles volontaires. Parce que, vous savez, quelqu'un qui jette comme ça une bouteille en plastique sur le fossé, quand il sait que c'est des jeunes volontaires bénévoles qui ont nettoyé, il va vraiment hésiter à le faire. Mais quand il sait que c'est des agents de la commune, malheureusement, je le dénonce, les gens, ils sont, pour ne pas dire ils s'en foutent, mais ils ne calculent pas. Ils jettent parce que pour lui, ils sont là pour nettoyer. Mais quand on sait que c'est du bénévolat, c'est de la bienfaisance même en plus, les gens... réfléchit à deux fois avant de... Oui, absolument. Et ça... Oui, d'ailleurs, je voulais rebondir. Il y a même des crèches qui font en sorte d'inculquer le volontariat dès le jeune âge. Il y a une crèche que je connais, ils ont organisé 2 événements. L'un, c'était la visite des personnes âgées. Oui, des personnes âgées. Voilà, donc, c'était des enfants, ils choisissent les enfants du préscolaire parce qu'ils sont un peu grands par rapport aux autres. Donc, ils prennent, ils leur emmènent des fleurs, des fruits. Ils passent un moment avec les personnes âgées. Oui. Ça m'a vraiment émue. Il y a même eu une visite à l'hôpital. Donc, vraiment, je me dis, moi, j'encourage les crèches, les écoles à que vraiment ces événements-là soient ancrés et fassent partie du programme scolaire. Donc c'est très important. Et ça fait beaucoup de bien aux personnes âgées. Oui, exactement. Oui. Et comment inculquer ça à la maison, on va dire à la maison avec les enfants. Comment leur inculquer, ils vont prendre l'exemple sur les parents, donc il faut que les parents soient Exactement. Moi, j'encourage même justement les parents à faire du volontariat avec leurs enfants. C'est une expérience magnifique. Donc, aller planter un arbre avec son enfant, aller nettoyer avec son enfant, mais on va passer un moment merveilleux avec l'enfant. C'est un partage entre parents et enfants. Et en plus de ça, on va inculquer des valeurs à l'enfant sans lui dire fais ceci, fais cela. Donc, juste le fait de faire l'action avec le parent, il va s'habituer. Donc, ça va être ancré dès le jeune âge. C'est vraiment des choses simples, mais qui vont vraiment nous aider. Non seulement pour un peu une cohésion déjà entre le parent et l'enfant, déjà, et pour aider à la cohésion sociale. Et encore mieux quand les parents s'inscrivent dans une organisation et qu'ils y vont régulièrement, d'une manière ordonnée, programmée, et qu'ils font ça en partage avec d'autres. Ça devient une institution, ça devient un travail, on est obligé. Le vendredi à 10h, on doit aller, on a 2 heures à passer avec tout le monde pour faire ceci, cela. Donc ça, c'est ce qui nous manque pour l'instant. Donc c'est vrai qu'on a cet esprit, donc le potentiel on l'a. Mais malheureusement, les associations ou les organisations, pour organiser ça, il y a un travail encore à faire. Je le dis, je suis une association, on a encore un travail à faire. On n'arrive pas encore à mobiliser tout ce potentiel de bonne volonté qu'ont les Algériens.
Mais vous voulez quoi? Des textes de loi, que ça passe à la PN, que Non, ça pas soit du tout. institutionnalisé, Non, pas ça du veut tout. dire... Non, pas du tout. Il faudrait que ce soit dans la culture. Il faudrait que Oui, dans, oui. dans ce quotidien, dans notre programme hebdomadaire, au lieu de dire, allez, moi, vendredi, je fais le marché. Tous les vendredis, c'est sacré, je fais le marché. Vendredi après-midi, la dame me dit, moi, je vais visiter mes parents. Il faudrait qu'il y ait aussi, tiens, samedi, une fois tous les 15 jours, on va travailler avec telle association pour aller faire ce travail. Oui. Voilà. Donc, c'est bien qu'une crèche ou une école le fasse, mais derrière, c'est une activité qui est aussi commerciale. Mais vous vous rendez compte que c'est toute une logistique, donc il faut des moyens, non, il faudrait donc qu'il y ait un des- budget qui soit délivré, donc il faut que ça passe par... Non, mais non. C'est-à-dire, à Si l'étranger. vous devez à l'étranger. faire une location de transport, un déjeuner... Bah, écoutez, collation. le bénévolat, les actions de bénévolat ne nécessitent pas toujours qu'il y ait un déplacement par un bus. D'accord. Donc chacun, on peut se rencontrer. Donc, comme on va au travail, on dépense pour la voiture ou pour le transport en commun, on le fait aussi pour aller faire l'action. Oui. Donc, il suffit qu'il y ait juste de l'écoute, et même du suivisme, entre parenthèses, de cette frange de la population par rapport à une association qui les entraîne dans tout ça. Donc il faudrait qu'il y ait de l'écoute. Moi, je me souviens, moi j'étais scout. Mais j'allais vous poser la question, comment vous vous êtes retrouvé vous êtes le président de l'association LN pour la protection du consommateur. Si vous avez fait cette association, c'est du bénévolat, votre association? Du bénévolat. Voilà, et j'en ai- exactement. Donc, est-ce que vous avez baigné dans ça étant petit, donc le scout? Vous étiez scout? Oui, j'étais scout Voilà. à l'âge de 12 ans déjà, et j'étais scout, et puis après, j'étais toujours impliqué même au CEM, au lycée, à faire dans les clubs, pour faire des choses, des actions, pour nettoyer, pour agrémenter la salle de classe, pour faire des sorties, pour organiser des compétitions sportives. Donc, bon, voilà, c'est vrai que j'ai grandi un petit peu dans cet esprit, ce qui fait que maintenant, je peux me vanter d'avoir au moins fondé une vingtaine d'associations. Ah, bien. Voilà. C'est Donc, impressionnant. l'association des consommateurs, elle est venue pour rassembler toutes les autres associations parce qu'on est tous consommateurs. Donc, les élèves dans une école, c'est des consommateurs. Les handicapés, c'est des consommateurs, les malades et tout. Donc, c'est pour ça que je me permets à chaque fois de parler de tous les domaines de consommation. Mais je tiens encore à rappeler que il faudrait qu'on s'organise. Il faudrait d'abord qu'il y ait des associations qui organisent des actions. Et puis, il faudrait que les citoyens s'impliquent d'une manière organisée. Il faut qu'ils soient dans un programme. Je ne fais pas ça parce que c'est la saison des oranges, elles sont pas chères, j'achète des oranges pour aller les donner à l'hôpital. Là, il se pourrait que beaucoup de gens le font en même temps. Oui. Et, les malades se retrouvent tous à avoir beaucoup d'oranges. Je donne un exemple. Oui. Mais ça serait bien si on s'organise à l'année. À l'année, tous les 15 jours, on a une action à faire envers les malades. Donc, si ce n'est pas des oranges, ça va être autre chose. Et parfois, on n'a même pas besoin d'acheter des choses, juste la présence. Aller dans le programme, c'est aller passer 5 minutes avec une dizaine de malades, c'est 50 minutes. Oui. Donc, une dizaine Un de malades, après-midi, faire une la heure, tournée, c'est pas- faire la voilà, tournée, faire la tournée. et que ça soit ordonné, Il y a une tradition avec une ancrée. liste. Par avec une exemple, le liste. ramadan, c'est la période propice pour les actions. Par exemple, Oui. pendant Ramadan, on organise des restaurants. Voilà, Tariq Sabil, Tariq Abel Sabil. alors que, est-ce que pendant l'année, on n'a pas besoin de ça? Est-ce que pendant l'année, les gens ne peuvent pas avoir besoin de manger dans une route saharienne, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc voilà, et on trouve personne. Donc, est-ce que dans les stations de service et des aires de repos sur l'autoroute, on n'a pas besoin d'avoir un chapiteau d'une association ou une fois, 2 fois par semaine, qu'il y ait une organisation d'une soupe? Des soupes quand il fait froid pour les routiers, par Ça exemple, va qui n'ont être, pas par les exemple, moyens. Croissant rouge. Oui, mais bon, ça pas vient, suffisant, on va c'est par dire. les événements, Par événement. c'est par circonstance. Mais là, moi, je souhaiterais que ça soit organisé à l'année et d'une manière ordonnée, structurée, un personnel qui revient chaque 15-20 jours, tout dépend. Donc, c'est là, quand on s'inscrit dans un mouvement, dans une action, on s'organise mieux. Par exemple, moi, à l'association Aman, si par exemple j'ai une 50aine de personnes qui s'inscrivent, pour dire on est volontaire, je peux donner tous les samedis de 10h à midi, l'autre midi, Une tous les mission jeudis, pour chaque une mission. volontaire. On peut organiser des actions et dire que, allez, dans ce cas, le samedi prochain, on va partir par exemple à un centre commercial et distribuer des flyers
pour sensibiliser les consommateurs. Donc c'est un jour de semaine en soirée. Après 17h, où je ne travaille pas, je peux donner 1 heure de mon temps. Allez, on va dans une cité universitaire sensibiliser les étudiants et étudiantes. Et ainsi de suite. Donc quelqu'un qui est en retraite, un médecin par exemple, il dit, moi maintenant je voudrais donner de mon temps. Ça c'est du bénévolat, donner de mon temps et mon savoir. Donc il vient tous les 15 jours comme un consultant pour nous aider à élaborer des études, des textes. Oui. Donc c'est ça. Donc on voudrait, là on voudrait arriver. Oui. Donc le potentiel on l'a. Les Algériens ils aiment donner. Ils aiment donner, mais on n'arrive pas à s'organiser pour... Il faut structurer, essayer de nous organiser pour optimiser, être utile pendant toute l'année. Ce serait bien aussi, par exemple, de créer une maison de l'avocat où les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un conseil juridique pourraient venir gratuitement. Ça commence à se faire, hein. Ça existe. Oui, je parlerai. Oui, à Blida, je le dis comme ça, ils ont l'intention justement de construire la maison de l'avocat. Ah bah c'est vrai. Où les gens pourraient demander du conseil. Ouais, c'est une information que j'ai eue et ça m'a plu parce que, bon, c'est vrai que peut-être qu'ils vont le faire aussi pour faire leur réunion et tout, mais ça serait bien d'avoir une adresse comme ça où les gens pourraient aller demander. Ceux qui n'ont pas les moyens de prendre un avocat. Mais normalement, ça existe dans les tribunaux. Dans les tribunaux, ça c'est le d'office, c'est juste pour avoir un conseil juridique. Voilà. Mais dans les tribunaux, on a toujours le bureau des avocats aussi. Hein. C'est vrai. Plus l'action de volontariat est structurée, plus elle est efficace et pérenne. Absolument. Donc on a besoin d'une action efficace et pérenne, beaucoup plus. Et c'est ça en fait la différence entre le volontariat qui est fait un peu d'une façon informelle, le volontariat d'antan qui était très intéressant. Maintenant, le volontariat, plus il est structuré, plus ça sera pérenne. Et puis, il y a aussi le volontariat dans le cadre des réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux jouent un rôle. Vraiment, si les réseaux sociaux sont bien utilisés, ils vont jouer ce rôle justement de sensibilisation. On voit bien par exemple qu'il y a des jeunes qui lancent comme ça des campagnes de volontariat pour nettoyer, etc. Et puis, il y a des associations qui ont des pages Facebook, par exemple, des pages Instagram, et qui communiquent. Oui. Et là, ça aide un peu à changer l'image qu'on a du volontariat. Parce que peut-être qu'avant, on était un peu suspicieux par rapport au volontariat. On se disait, voilà, ce sont des associations, ils volent, ils récoltent de l'argent, etc. On a un peu cette image. Et je pense que en fait, je me remémore pendant le Covid, il y a eu une association dans mon quartier à Usindé. Et en fait, ils étaient là pour communiquer, pour récolter des dons, pour en fait aider les personnes atteintes du Covid, etc. Et là, ils ont communiqué sur tout. Il y avait une transparence incroyable. Ils ont joué sur la transparence. Telle personne a donné, voilà les dons qu'on a reçus, voilà ce qu'on en a fait. On est parti acheter ceci, cela, et voilà. Je pense que les réseaux sociaux pourraient jouer ce rôle de sensibilisation, de montrer la transparence, de montrer l'intérêt du volontariat et vraiment de sensibiliser les personnes à adhérer de plus en plus. Voilà, être volontaire. Oui, bien sûr. C'est très très important ce que vous dites. Et là, on a besoin que aussi la réglementation colle à cette réalité qu'on voudrait avoir. Vous savez que si par exemple, il y a une facilitation pour la bancarisation, on peut ouvrir facilement un groupe, ils s'associent, ils font une association rapide parce qu'il y a un événement, ils n'ont pas besoin d'aller déposer tout un dossier, agrément, ministère qui prend 3 ou 4 mois. Et pouvoir ouvrir un compte bancaire temporaire pour l'événement, afficher un numéro de compte bancaire, et les gens maintenant avec le e-virement, je dirais, ils peuvent donner facilement de l'argent dans un compte bancaire. Le compte bancaire, il est surveillé, il est contrôlé. Donc il y a un commissaire au compte, on oblige qu'il y ait un commissaire au compte. Donc les gens vont donner beaucoup plus. C'est vrai que qu'on le veuille ou pas, en Algérie ou ailleurs, on a toujours cette réticence par rapport pour donner de l'argent. Il y a les cagnottes. Et même en ligne, même les cagnottes. Et c'est soumis à une réglementation. Pour l'anecdote, alors je rentre chez l'épicier, je trouve par exemple donner la conserve, donner telle somme pour telle personne qui va se faire opérer. Et 5 ans plus tard, il y a la même tirelire avec la même photo de la personne. Donc voilà. Donc et on perd la confiance. Mais quand on a un compte bancaire dans une banque connue, reconnue, c'est très facile parce qu'on sait que quelque part il y a un relevé de banque qui va être contrôlé par un commissaire au compte ou bien par une institution. C'est plus crédible. L'argent ne pourrait pas partir ailleurs. Donc il faudrait aussi, c'est-à-dire ça, on avance quand on avance dans la numérisation. Et ça va aider justement à avoir, parce que les réseaux sociaux pour je dirais, rassembler les gens pour faire du volontariat, c'est une excellente chose. Mais maintenant, aller plus loin
aller à la numérisation pour pouvoir justement collecter, avoir des cagnottes comme ça serait encore Ils meilleur. existent en ligne, les cagnottes. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne font pas confiance parce qu'ils ne savent pas où va l'argent. On voit l'argent, exactement. Oui. Bon, oui. Même à un certain moment, il était interdit parce qu'on avait peur que cet argent aille dans le banditisme, Exactement. dans le terrorisme. Voilà. La télévision algérienne, par exemple, c'est toujours associé à l'événement Téléthon. Téléthon. C'était un grand événement pendant plusieurs années et ça a aidé beaucoup, surtout quand il y avait des sinistres et tout. C'est très intéressant et tout le monde participait. Avec téléphone, hein, pas portable. On voudrait que ça revienne. On voudrait que ça revienne au moins. Justement, en parlant de téléphone, je vous rappelle le numéro de téléphone, on parle de volontariat. Merci, c'est bien. On parle de volontariat aujourd'hui. Alors, donner, c'est recevoir. Les richesses du volontariat, c'est le thème du jour. Donc, si vous voulez nous appeler, nous poser des questions ou témoigner, une seule chose à faire, c'est composer. Voilà, composer le numéro suivant, le 021 23 98 91. Le 021 23 98 91. On fait une petite pause, on passe à la rubrique de Samira, parce qu'on va parler aussi de volontariat dans la rubrique de Samira. Oui. Le reboisement. Le reboisement, exactement. C'est aussi. Voilà, ce sera juste après le jingle, bien sûr. Donc le jingle et on revient. Alors depuis 2019, il y a eu une campagne de reboisement d'arbres. À grande échelle. Exactement. Oui, alors au départ, avant, il y avait eu reboisement normal. Ensuite, il y a eu 1 million d'arbres. Et en 2019, les autorités ont décidé, ont lancé du moins une campagne à long terme pour planter en fait 43 millions. Le slogan, c'était un arbre pour chaque Algérien. Alors, c'est une très bonne chose. Les gens le font. Ils attendent plus Eid Shajara, donc le 21 mars. C'est ça? C'est en mars, oui, le 21 mars, exactement. Voilà, pour planter un arbre, ils n'attendent pas une occasion particulière. On le fait à l'année. Les gens devraient, chaque citoyen devrait avoir son arbre ou planter un ou plusieurs, d'ailleurs. Donc, eux, les autorités, c'était pour aussi encourager la plantation, donc la culture d'arbres du terroir. L'important, c'était de mettre des arbres qui correspondent au sol, à l'humidité des sols, au climat algérien, nord-africain. Et ce qui a été privilégié, c'était les arbres du terroir. Et parmi ces arbres, il y a le frêne. Le frêne qui veut dire, en arabe, c'est derder ou derdera, qui est on le voit en tout cas en image. Voilà, on le voit. C'est un arbre qui a été... Hein. Oui, c'est beau et même le climat et le ciel, il est bleu, contrairement à aujourd'hui. Moi, je préfère le ciel gris. D'accord, sans la pluie. Si, la pluie ici, c'est bien pour la nature. Exactement. Et l'agriculture. Et donc, ils ont choisi les arbres du terroir. Et parmi ces arbres, le frêne. Le frêne a une très, très longue histoire. D'abord, nous, on le connaît, on le classe en patrimoine national parce qu'il est dans notre histoire. Les tribus de l'Ouest, donc dans la plaine de Reis, à Mascara, on fait allégeance au prince Abdelkader, l'émir Abdelkader. Donc, c'est le Moubayara, tout le monde connaît l'histoire. Oui. La date, je vous la donne, c'était le 27 novembre 1832. Donc à Mascara, sous cet arbre, les tribus de l'Ouest et un peu plus ont fait allégeance à l'émir Abdelkader et c'est comme ça qu'il a lutté pendant 15 ans et a remporté plus de 8 batailles contre le colonisateur français. Mais Derdera, c'est un arbre qui fleurit février-avril, il met 30 ans à fleurir, de 30 à 40 ans. On l'appelle aussi l'arbre à moucheron ou à moustique parce qu'il y en a tout autour. Mais bon, voilà, son histoire remonterait à 500 ans, à 5000 ans, pardon, avant notre ère. Comme on le sait, c'est qu'il y a eu des outils du néolithique, donc des couteaux, des haches qui ont été retrouvés et dont le manche était fait de frêne. Mais à l'origine, on dit que le mot derder est un mot persan, est un nom persan, c'est une appellation. Donc il y a eu beaucoup de tergiversations sur ça, de négociations, puisque à la base, le frêne n'avait pas de nom. On reconnaissait derder à l'orme. C'est aussi un arbre qui est très répandu en Algérie. Donc le frêne a fini par gagner. Il a été attribué au frêne. Il est répandu et il est très utile aussi. Ses feuilles, son écorce sont très utiles aussi en pharmacopée, en phytothérapie. Voilà. Très bien. On rajoute? Non, ça va? Si tu veux rajouter, vas-y. Plus il y a d'informations, c'est pas ça. Non, justement, on est pendu à tes lèvres.
Donc, on apprend toujours avec vous. c'est gentil. Alors, c'est un arbre qui est pas seulement en Algérie, il est dans toute l'Afrique du Nord, bien sûr, et il va au Moyen-Orient. On le retrouve partout. Moi, j'ai envie de dire même en Palestine, mais en Palestine, l'arbre le plus répandu et qui est symbole du pays de la Palestine, c'est l'olivier, bien sûr, et même l'huile et le savon qu'on en fait. Il fallait que je glisse un mot sur la Palestine. La Palestine, Donc oui, voilà, exactement. globalement, c'est bien. Et l'initiative en elle-même de reboisement de 43 millions, c'est encore mieux, surtout quand on a avec chaque année des incendies ou quand la main de l'homme intervient, c'est-à-dire qu'on les coupe. Et on les coupe, il faut bien élaguer, que la nature le fait elle-même. C'est bien de planter des arbres. C'est important, oui. Je redis justement pour dire le sujet du bénévolat et le volontariat. Nous, en Algérie, on organise plein d'actions pour planter des arbres. Oui. Mais là, le volontariat pérenne dont je parlais tout à l'heure, c'est d'organiser des groupes dans des quartiers, dans des communes, pour entretenir ces arbres. Oui. Et ça prendra du temps et c'est régulier, c'est à l'année. Donc là, c'est la différence qu'on a entre les actions spontanées qu'on fait aux occasions, donc occasionnelles, par rapport aux actions qui sont dans le temps et dans l'année. Donc là, c'est un appel que je fais donc, à tous les citoyens, parce que maintenant on s'est rendu compte qu'on a besoin de verdure et d'arbres. Il y a le climat qui est en train de changer. Oui. Comment se préparer à ce grand changement climatique? C'est maintenant. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est pour l'avoir dans 10 ou 15 ans. Donc on doit planter beaucoup d'arbres, et pas seulement les planter, mais les entretenir pour les faire grandir, pour les arriver à un âge mûr, donc avoir la maturité pour que cet arbre puisse se défendre d'abord lui-même, et puis donner... Nous défendre aussi. Et voilà. Nous donner ce qu'on attend de cet arbre, que ce soit les fruits, que ce soit de la verdure, de l'oxygène, de l'ombre, de la fraîcheur et de la couleur. Parce qu'on a besoin. En fait, le volontariat nous apprend beaucoup plus à être dans l'action et dans l'anticipation plutôt que dans la réaction. Parce que par exemple, les arbres, j'entends autour de moi, mais c'est malheureux, avant on avait des arbres, dans les années 70 on plantait, ce n'est plus le cas et tout. Et là, on apprend qu'on peut être volontaire, on peut aller sur le terrain, on peut planter des arbres, on peut entretenir ces arbres. Mais surtout, il faut aller aux directions de forêt ou les contacter pour savoir. On peut même se procurer parfois des arbres chez eux, on peut les acheter aussi, les plants en fait, on peut les acheter. Ils nous donnent parfois à des occasions, mais surtout comment entretenir. Il ne suffit pas de planter et à quel moment les planter. C'est la direction des forêts qui nous disent quel arbre planter et où le planter. Parce qu'on ne peut pas planter n'importe quel arbre. Il y a des pépinières un peu partout. C'est des fiches techniques, des fiches techniques qu'on a, comment, où, là, c'est l'organisation qui joue son rôle. Mais, par exemple, il y a des gens qui construisent des lotissements. Il y a des lotissements nouveaux qui ont été construits en Algérie. Les gens ont dépensé des milliards de centimes qui ont été dépensés pour construire des grandes villas, des locaux de commerce. Mais voilà, quand on n'a pas cet esprit de citoyenneté, je le dis tout simplement, donc on s'occupe que de la construction qui est dans la limite de la propriété. Au-delà, ça ne regarde plus. On plante dans des jardins, des citronniers, des figuiers, mais à l'extérieur, malheureusement, et je le dis parce que c'est la réalité. Les voisins entre eux peuvent se réunir, il y a un comité de quartier aussi, on peut en parler. Il faudrait que les personnes, eux, soient sensibilisées et décident de le faire. On voit dans les quartiers, quand ils décident de nettoyer leur quartier, ils se mettent tous d'accord. Le balai, l'autre la veille c'est souvent la veille d'Aïd, comme ça, voilà. Mais on arrive à s'entendre quand on veut faire les choses. Il faudrait le vouloir aussi. Imaginons que dans tous nos quartiers, c'est pas la commune qui s'en occupe, c'est pas la DGR, la direction des forêts, c'est les citoyens eux-mêmes, parce qu'ils vont s'en occuper, parce que c'est leur arbre. Celui qui a 15 mètres de façade, il s'occupe de ses arbres. Et si chacun faisait ça, on n'aurait pas eu des quartiers comme on les a maintenant. Des voisins. Mais justement, parce que quand il y a l'action... Sur une même cité, on peut voir un côté fleuri, un côté avec pas mal de plantes, des arbres et tout ça, bien entretenu, et puis l'immeuble qui est juste à côté, gris. Parce que c'est Il faut aussi... justement, instaurer un climat où c'est des actions qui sont organisées. Donc c'est pour ça que je parle de l'organisation. Je suis obligé d'y aller. Je suis obligé, même si je n'ai pas envie, mais je suis obligé d'y aller et de participer financièrement. L'autre samedi, c'est l'autre. Parce que quand il y a une personne dans le quartier qui a cet esprit, il travaille tout seul. Parfois, on le regarde d'une manière... on est étonné de voir qu'est-ce qu'il a celui-là, planter des arbres, entretenir des arbres. Et on se dit qui fait chevaux. Lui, il est là tous les jours à ranger et tout ça. Et puis c'est ça qui peut-être peut nous pousser aussi à aller dire je peux te donner un coup de main.
Oui, normalement. Mais quand c'est organisé, dans le quartier, on s'organise. Il y a un comité de quartier qui s'organise, qui collecte même de l'argent, qui achète, qui fait. Et puis il y a des comptes à rendre après à tout le monde, donc à tous ceux qui ont travaillé. Et là, on a des résultats. Quand c'est structuré, on a des résultats. Je tiens, si vous permettez, à saluer une association qui est dans la wilaya de Borj-Borhalet. Et ils ont planté en fait des arbres partout dans la wilaya. Ils font beaucoup de travail de sensibilisation. Ils ont une page Facebook. Ils ont un compte CCP pour les dents. Donc vraiment, c'est un travail que je tiens à saluer. On voit le résultat. Voilà, on voit le résultat. Donc tu vas adhérer à l'association de... On va adhérer. On va donner un quart d'heure par an. On adhère déjà. Elle est membre fondatrice même. Non, mais vous êtes tous adhérents, vous êtes tous des consommateurs et je sais que d'une manière ou d'une autre, vous êtes sensibilisés à la problématique de consommation. Parce que là, on est dans une situation où on doit unir un petit peu nos forces pour faire face à toutes ces grandes problématiques de consommation, notamment la santé publique en premier lieu, et l'environnement, le pouvoir d'achat. Donc c'est le moment ou jamais d'être volontaire et bénévole, surtout volontaire et bénévole, et pas spécialement à notre association Aman. Il y a 65 associations de consommateurs. Il y a 120 000 de consommateurs. Il y a 120 000 associations en Et des Algérie. milliers d'associations. Il y a 120 000 associations en Algérie. Donc comment se fait-il que la grande majorité des Algériens n'adhèrent à aucune association? Oui, c'est vrai. Aucune. Mais on doit saluer le travail qui est fait par l'Algérie. L'Algérie a une tradition de solidarité humanitaire et humanité tout court. Hein. On a toujours aidé, et on continue par exemple avec la Palestine, d'aider en Algérie, de s'organiser et aider aussi les autres pays. On est intervenu dans tous les sinistres et dégâts qu'il y a eu dans... Nous avons la grande association Baraka. Baraka qui est en Palestine, Raza. Baraka qui Qui a depuis été des là années pour déjà, bombarder hier. depuis des années à creuser des puits, Voilà. à construire des centres de santé à Raza. Donc, je le dis avec toute fierté. Au-delà de l'alimentaire Ouais, et... Non, mais au-delà de la guerre qui est maintenant Oui. déclarée contre les Palestiniens, il y a des Algériens qui travaillent depuis des années et des années pour Aider. les Razaouis, pour les Il y Palestiniens. a quelques jours, d'ailleurs, je passais dans mon quartier, voilà, avec ma fille, on passait, voilà, et on trouve une association qui était là, qui était en train de vendre des gâteaux, ils étaient en train de dessiner des drapeaux de la Palestine sur le visage des enfants, les mains et tout, et puis j'ai demandé, ils m'ont dit oui. On a passé 3 jours voilà, dans le cadre de la vente pour un peu récolter des dons pour les envoyer en Palestine. Et là, j'ai dit justement, je suis là, vous voulez des ateliers, voilà, je suis Oui, là. on peut faire beaucoup de choses. Vous savez, c'est Voilà. un sujet qui pourrait nous faire changer, les Algériens. oui. Cette guerre ne doit pas passer comme ça. Exactement. Et sans qu'on change, on doit changer. Moi, depuis le 7 octobre, je suis en train d'accentuer la sensibilisation pour qu'on change nos comportements d'abord de consommation. Pourquoi? D'abord pour avoir une meilleure santé. Parce qu'on a besoin de la santé pour faire face aux guerres. Oui, On a besoin de la santé pour faire face au changement climatique. On a besoin d'avoir une économie meilleure, d'avoir la souveraineté dans l'économie en Algérie pour qu'on puisse être plus fort encore pour faire face justement à ce genre de menaces. Maintenant, on sait que tout le monde est menacé. Cette guerre nous a appris qu'il n'y a ni droits internationaux, ni droits de l'homme, en parenthèse. Donc, on doit profiter pour s'organiser, être de bons volontaires, être organisé, des bénévoles. En cas où il y a quelque chose, il est facile de trouver des fichiers, comment s'organiser, comment se fait quoi, qui peut aider, voilà, de donc, quelle manière. Donc on doit quand même profiter de ces occasions pour se structurer en association, adhérer aux associations. Les Algériens ont un grand potentiel de solidarité. Non, mais Ils sont très je suis humains. d'accord, mais je dirais aussi que ça ne suffit pas. Oui, il faut Ça ne suffit pas. s'organiser. C'est-à-dire la solidarité, ce n'est pas d'aller prendre le drapeau et de sortir sur... c'est pas seulement ça. Il faudrait maintenant qu'on soit conscient. La Palestine, maintenant, elle a besoin. La Palestine, elle a besoin qu'on ait notre place au niveau international beaucoup plus haute, beaucoup plus forte pour qu'on puisse la défendre mieux. Et ça, c'est un travail de fond à faire. Depuis les enfants qui sont à la crèche, primaire, Jusqu'à la lycée, fac. l'université. Et Ceux qui vont à l'université aujourd'hui, ils doivent travailler pour pouvoir exercer leur métier convenablement, pas seulement avoir des diplômes. Oui. C'est comme ça qu'on va devenir encore plus fort. Les élèves qui vont à l'école, ils sont en examen, c'est pas seulement pour avoir de la note et de passer à la classe supérieure, c'est pour être de bons citoyens à l'avenir. Donc il y a tout ça qu'on va devoir faire renaître dans les Algériens. Il faut qu'ils aient des bonnes notes, hein, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Moi,
Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Voilà, quand on en a parlé en début de Vous semaine. venez de perdre la par moitié rapport à- des parents là. Moi, je suis On a parlé, les plus importants, c'est pas les notes. Si on peut avoir un 20 sur 20 parce qu'on a tout réécrit comme on l'a Exactement. ingurgité, ça on doit fait enlever, rien. on doit carrément enlever ce système de De notation. oui. Il y a des pays qui se développent maintenant en Scandinavie, en Europe du Nord, il n'y a plus de notes. Voilà, je le dis, je le précise, nous sommes une Alors, comment on association, C'est une travaille avec ça, appréciation. on apprécie le travail d'une autre manière, parce que la notation fait que les élèves maintenant travaillent pour la note, y compris les Le parents. stress. Y compris les parents, Exactement. y compris les parents, Oui, ils les travaillent parents. pour que leurs enfants aient la note. Shahjab. Shahjab. Mais après, comment vous Qui est le calculez le meilleur rendement? Ben, moi, je ne suis pas spécialiste, mais je dirais qu'il y a des experts qui ont fait un travail sur ça en Algérie et qui ont copié des systèmes étrangers qui pourraient réellement marcher. Il suffit maintenant, on a beaucoup de... On est optimiste, on a beaucoup Bien d'espoir dans le système mis actuellement au gouvernement algérien pour faire changer les choses. Je sais qu'il viendra un jour où il n'y aura plus de bac. Ah, ça va enlever Eh bien, bien sûr. l'angoisse. Ça, on va Où les gens, Ouais. où les gens iront Ouais. pour travailler, pour faire des études, pour pouvoir travailler dans leur vie, pas pour avoir un diplôme. On a combien de diplômés qui ne travaillent pas? Ou C'est qui pas font parce autre que- chose en fait, qui ne savez- travaillent pas forcément dans leur... Ouais, c'est pas Dans, parce dans que- leur domaine, parce que Ouais, oui, mais- c'est aussi les parents qui aussi imposent ça, et on a tous été éduqués sur ça, il faut avoir son bac, il faut avoir son diplôme Voilà. pour évoluer, et ainsi de suite. On va revenir devenir un peu sur le médecin. volontariat. C'est bien Voilà. d'avoir Voilà. une émission consacrée au Ouais. notes. Voilà, donc je disais juste par rapport, on parle des notes et on va lier ça au volontariat. Oui. Écoutez, quand on fait partie d'une association, bien quand on fait du volontariat, on va développer des compétences. Mais ça, je l'ai vu chez Oui. les enfants, les adolescents. Pendant mes formations, je l'ai vu, on développe des compétences sociales. On développe l'empathie, on développe la communication, on développe beaucoup de choses qu'on ne va pas forcément trouver à l'école et qui vont compléter ce qu'on fait à l'école. Donc vraiment, ça a tout son sens de faire du volontariat. C'est une éducation. Exactement. C'est une éducation. Alors, quel conseil donneriez-vous à ceux qui souhaitent s'engager bénévolement, mais qui hésitent à franchir le pas? Voilà, moi je donne déjà en fait, généralement, l'engagement, il est plus facile que la suite. C'est ça. En fait, c'est un peu plus facile de, voilà, on va dire que voilà, c'est la cohésion sociale, vous allez apprendre, vous allez développer les compétences et tout. Mais moi, j'ai vu dans certaines expériences, en fait, vous allez trouver par exemple 20-30 personnes qui font partie des dirigeants, par exemple, ou bien des membres fondateurs d'une association. 2-3 mois plus tard, vous allez trouver 3 chats qui vont en fait qui vont être réguliers. Donc moi, j'encourage les personnes, les parents déjà et les enfants d'adhérer et de rester actifs au sein des associations. C'est ça qui va faire vraiment le différence. changement et la Oui. différence. Très Voilà. bien. Un conseil? Ben oui, Finir bien sûr. Oui. Moi, je dirais qu'il ne faudrait pas qu'on soit impulsif, justement, dans l'adhésion dans un groupe de travail ou de volontariat. Il faudrait que ce soit réfléchi. Il faudrait qu'on ressente qu'on est capable de faire ce travail, qu'on a la compétence pour ce travail, d'une part. D'autre part, on va parfois, ça nous est arrivé, dans une association, on dit « je suis bénévole, je ne cherche pas d'argent ». Mais en réalité, on cherche autre chose. Voilà, on cherche autre chose. Avoir de l'accès aux autorités, avoir... oui, allez bien pas, sûr, bien sûr, bien sûr. Des avantages. Avoir des avantages. Ouais. Je ne sais pas, il y a beaucoup d'avantages, ce serait trop long de les citer. Mais là, je dirais qu'on doit avoir d'abord dans la tête cet esprit de bénévole, on n'a rien à gagner. Ni argent, ni notoriété, ni place sociale, ni rien. Quand on a ça, on va adhérer, on va rester dans les groupes. Moi, dans mes groupes, et on a beaucoup qui sont partis parce qu'à la fin, ils se sont retrouvés à ne rien gagner. Parce qu'ils avaient un objectif. Ils avaient un derrière ça, objectif. voilà. Mais ceux qui sont restés, c'est vraiment des volontaires et des bénévoles, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les contraintes, contraintes, ils sont les restés. obstacles. Donc je voudrais qu'il y ait encore plus de gens qui vont, après réflexion, après la décision, elle est réfléchie, et puis sans rien attendre. Après, il y a rien, des gens rien, qui rien. veulent faire du bénévolat ou être solidaires, mais ils savent pas comment, ils osent pas, ils savent pas comment faire. Oui. Ils savent- Il faut juste se présenter pour les associations. On n'a plus le temps d'en parler aujourd'hui. Non, il y a ça aussi, c'est-à-dire le bénévolat et la bienfaisance, Rapidement. c'est pas seulement في العيد في رمضان في Voilà. الجامع.
Voilà. Faire du bien tout Faire du autour de bien soi, partout. pas forcément. Voilà, il faut tout simplement faire du bien autour de soi, avec ce Absolument. voisin, avec tout le Et monde. que tout les ce parents qu'on peut. inculquent cela aux enfants. Exactement. Merci, Madame Ibtissem Boussi, vous êtes sociologue et thérapeute de famille. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous aussi, Monsieur Hassan Nour, président de l'association Amen, protection des consommateurs, pour la protection des C'est consommateurs. Merci, Samuela, pour ta Merci participation. Mounia, merci à vous. Et tout de suite, une petite pause musicale et on se retrouve pour la rubrique Wisha de Wahida Salim Sharif. هبوا الفلسطينية لأجل الوطن سوية هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية هبوا الفلسطينية لأجل الوطن سوية هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية دل العونة ونجد الجد نفدي ترابك وطننا ونهز الأرض فلسطينية احنا واليد باليد وبعون الله بالعالي المعنوية حبوا الفلسطينية لأجل الوطن سوية ونهيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية هبي يا فلسطين وانت تطلب الروح بترخص هدية حبوا الفلسطينية لأجل الوطن سوية هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية حبوا الفلسطينية لأجل الوطن سوية. Toujours avec la Palestine dans le cœur et on la soutient. Et on est là justement pour en parler aujourd'hui dans la rubrique de Wahida Salim Sharif. Wahida Salim Sharif nous a rejoint. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, quel sujet tu as choisi pour nous parler de la Palestine? Bien sûr. Le sujet? Les timbres. On va parler des timbres. Les timbres palestiniens juste après le jingle. Alors Mounia, les timbres, ils forment une mémoire historique, ils attirent les amateurs, les collectionneurs et suscitent surtout l'intérêt des historiens. Malgré leur toute petite taille et leur utilisation habituelle dans les transactions officielles, ils portent une valeur bien au-delà, surtout auprès des personnes qui les collectionnent, qui racontent l'histoire à travers ces petits timbres et surtout plus ils prennent de l'âge, plus ils racontent une histoire qui est si profonde et très importante. Certains des timbres ont été émis à l'hommage des personnes pour célébrer des événements, pour célébrer des événements nationaux ou internationaux bien sûr, ou pour commémorer des événements marquants tels que la guerre ou des révolutions. Il y a un auteur qui s'appelle Nader Khayruddin Abou El-Jubayn qui a écrit un livre qui s'appelle « Histoire de la Palestine à travers les timbres de la poste », que la Palestine a commencé à utiliser les timbres de manière organisée pendant l'ère ottomane il y a environ 180 ans. Ça pas, écoutez bien, il y a plus de 180 ans. Ce n'est pas il y a 30 ans, 40 ans, 70 ans. Plus de 180 ans. Cela a commencé précisément lorsque le premier bureau ottoman a été ouvert dans le pays. Le timbre postal a gagné en popularité exactement en 1865. Quand je dis le timbre postal palestinien, parce qu'avant ils utilisaient le timbre postal ottoman, mais le timbre postal palestinien, 1865.
La Palestine a connu une adoption rapide de ce service en mettant en place rapidement plus de 22 postes à travers le pays, ce qui est extraordinaire. À l'arrivée du colonialisme britannique, malheureusement, qu'est-ce qu'il fait? Avant, les timbres, ils étaient inscrits uniquement en langue arabe. Il a imposé la langue anglaise. Voilà, donc sur certains pays, sur certains timbres, au départ, c'était écrit uniquement en arabe. Voilà, Palestine. Ensuite, ils étaient obligés de transcrire aussi en anglais. Aussi, durant la période de l'occupation britannique, de nombreuses propositions d'impression de timbres ont été mises en place. Ils ont proposé de faire des lieux historiques, des personnages connus. Donc, et surtout, ils ont essayé de copier un peu le gouvernement arabe hachimite et Hijaz, ainsi que des images des lieux saints palestiniens comme Al-Aqsa, comme le dôme du rocher et bien d'autres emplacements et lieux historiques palestiniens. Avec le début de la grande révolution, là, on est en train de voir un peu les timbres, justement, oui. Exactement, quelques timbres palestiniens. Donc, au début de la grande révolte en 1936, au cours du conflit avec le colonialisme britannique, la résistance palestinienne a décidé d'émettre des timbres en soutien à la révolution et à la résistance contre l'occupation. La vente des timbres revenait pour la résistance. En fait, c'était comme ce qu'on était en train de dire tout à l'heure au début de l'émission, c'était une forme de solidarité. Oui. Donc, chacun devait essayer de faire de son mieux. Donc, en achetant des timbres... En achetant des timbres, on aidait la résistance à... Exactement. Voilà. Et ces timbres, ils étaient utilisés aux côtés des timbres officiels pour la correspondance, parce que, bien sûr, avec l'occupant, il imposait ces timbres. Oui. Donc, la Révolution a créé ses propres timbres aussi pour des courriers officiels, des transactions qui avaient lieu pendant la révolte palestinienne, forment une administration autonome dans certaines régions. Malheureusement, malgré tout, ils ont essayé de résister à leur manière et de créer des bureaux et de les garder d'une manière officielle. Les recettes de ces timbres étaient dirigées vers les institutions qui étaient là pour soutenir et supporter les personnes qui défendaient leur pays. Est-ce que tu te rappelles d'un truc, Mounia, quand on était à l'école, on nous ramenait des timbres pour les acheter? Oui. Donc c'était pour... On nous apprenait à écrire une lettre, où on devait mettre le timbre et tout ça. Des timbres de solidarité pour des événements marquants, que ce soit pour l'Algérie, bien aussi pour la Palestine, et l'argent partait pour le peuple palestinien. Oui. Donc la Palestine et ses timbres de la résistance se sont vendus avec la révolution palestinienne qui a débuté en 1965. En jetant un coup d'œil rapide sur certains des points saillants, on peut mentionner la série postale émise en 1975 par le Front populaire de la libération palestinienne. Cette série a composé 24 timbres. Donc sur les 24 timbres, on les a vus tout à l'heure défiler, chacun arborant l'image d'un martyr étranger ou palestinien qui a donné de sa vie pour une Palestine libre et républicaine. Donc le timbre palestinien ou les timbres mondiaux sur la Palestine relatent le parcours de ce pays, malheureusement. Voilà les 22 martyrs qui ont donné de leur vie. Donc le timbre palestinien relate le parcours du peuple à travers les différentes étapes de son existence pendant la période de lutte, des réfugiés, les déplacements, l'exil aussi. Ce timbre rappelle aux Palestiniens leurs anciennes ou récentes révoltes et leur soulèvement, mais aussi la proclamation de leur État libre et républicain. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution du timbre palestinien. Je tenais vraiment à préciser que ça ne date pas de 50 ans ou 75 ans, ça date de plus de 180 ans avant cela. Merci Wahida. Avec plaisir, Mounia. Merci encore Wahida pour ta rubrique aujourd'hui, très intéressante. On a appris pas mal de choses par rapport au timbre palestinien. Et avec le timbre palestinien dont tu nous as parlé aujourd'hui, c'est une lettre aujourd'hui qu'on envoie au monde entier pour que ceux qui ferment encore les yeux sur ce qui se passe en Palestine les ouvrent et pour que les choses changent. Ou Inch'Allah. Voilà. Merci Wahida. Avec plaisir, Mounia. À la semaine prochaine, c'est le week-end. Donc c'est la dernière bon aujourd'hui. Week-end. Bon week-end à toi aussi. On se retrouve la semaine prochaine à partir de lundi, bien sûr, en direct sur Canal Algérie, à partir de 10h30 jusqu'à 11h30, bien sûr, toujours en direct. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez de cette pluie, de ce temps un petit peu froid. On dit temps maussade, mais je préfère dire beau temps parce que cette pluie nous fait du bien à nous et à la terre. Bon week-end et à la semaine prochaine.